Bonjour à toutes et à tous. J'enregistre aujourd'hui un deuxième discours de politique, ou plutôt d'anti-politique générale, comme j'appelle ça, pour le podcast. Le moment est venu, puisque la 50e interview vient d'être publiée. C'est le moment de faire un petit point sur les statistiques du podcast, comme j'avais fait à l'époque. Alors, après 50 interviews publiées, nous en sommes à un peu plus de 600 abonnés YouTube cette fois, et un peu plus de 32 000 vues totales. Donc à nouveau, ça reste plutôt très modeste, comme la première fois, même s'il y a eu évidemment une évolution, une croissance, mais c'est une croissance qui reste lente, voilà. Donc nous restons un très petit podcast, mais nous continuons néanmoins à nous efforcer de proposer des contenus que nous pensons de bonne qualité. Également à signaler à ce stade-là, c'est pertinent. Après les interviews déjà publiées, bon, il y en a d'autres qui vont arriver, et en l'occurrence, il y a déjà 3 interviews en français qui ont été enregistrées et 2 en anglais qui ont été enregistrées également, plus encore par ailleurs une discussion en anglais. Donc tous ces contenus-là ont déjà été enregistrés et seront publiés prochainement, je l'espère. Voilà, donc j'ai intitulé ce deuxième discours d'antipolitique générale discours de dépolitisation néolibérale. Alors évidemment, c'est de la provocation. De la provocation par rapport à quoi ? Eh bien, en particulier par rapport à cette partie du champ intellectuel, si je peux l'appeler comme ça, cette partie du champ intellectuel qui pense très sincèrement que la dépolitisation est une mauvaise chose. Elle pense qu'elle est une mauvaise chose dans le champ politique, ça je ne vais pas en parler, c'est pas notre propos sur le podcast, mais elle pense aussi, et ça je vais beaucoup en parler aujourd'hui, que c'est une mauvaise chose dans le champ intellectuel. Donc il y a une partie des intellectuels, donc ça peut être des universitaires, des gens qui ont une formation dans l'enseignement supérieur assez longue, des journalistes, qui pensent effectivement que ce qu'ils appelleraient la dépolitisation du champ intellectuel est une mauvaise chose. Et ça, je vais en parler dans un certain détail ici. Je voudrais commencer par une remarque annexe sur quelque chose que j'ai réalisé récemment. C'est que effectivement, nous parlons beaucoup, et moi le premier, sur le podcast, enfin sur le podcast et les comptes sur les réseaux sociaux qui lui sont attachés. Je parle beaucoup de on va dire l'anti-intellectualisme des intellectuels. En tout cas, c'est comme ça que j'ai appelé ce phénomène quand j'avais rédigé notre description, notre profession de foi en quelque sorte, du podcast. Une description en quelques lignes de notre projet. Je parle beaucoup on va dire des tendances chez les intellectuels à adopter des croyances qui me semblent assez clairement erronées, soit parce qu'elles sont complètement il y a vraiment une erreur de catégorie qui est faite quelque part, soit parce que elles prennent des réalités qu'elles essentialisent et qu'elles poussent à l'extrême, ou qu'elles rendent exclusives. On considère que un phénomène observé qui fait partie du réel, finalement, suffit, ou un type de phénomène, suffit à comprendre plus ou moins l'ensemble du réel. Mais je vais revenir là-dessus. Mais voilà, j'ai réfléchi récemment, ou plutôt c'est venu un peu spontanément récemment. Je me suis rendu compte qu'il y avait un certain parallèle peut-être à faire avec les phénomènes de déconversion, ou disons plutôt de perte de la foi religieuse à faire, puisque les gens qui quittent une religion souvent
passent beaucoup de temps et dépensent beaucoup d'énergie à critiquer la foi qui a pu être la leur. Je me demande si dans mon cas, il n'y a pas un certain parallèle à faire avec une plus grande, nettement plus grande confiance et, euh, et estime des milieux intellectuels que j'ai pu avoir par le passé, et une confiance et une estime qui sont nettement effritées depuis quelques années, euh, notamment depuis que l'un des déclencheurs, c'était quand j'ai découvert l'histoire de l'affaire Sokal et puis des réactions qu'elle a suscitées, et puis de tous les débats intellectuels qui se situaient en amont. Enfin ça, à titre personnel, c'était ce qui m'a plongé dans tous ces sujets, toutes ces réflexions, finalement ces événements historiques dans le champ intellectuel. Mais je suis tenté de voir un certain parallèle pour faire de l'introspection peut-être mal calibré, mais de voir un certain parallèle là avec les gens qui perdent leur foi et puis qui en un sens passent beaucoup plus de temps que ne le ferait une personne non croyante lambda qui n'a jamais été croyante à critiquer la religion dont ils ont été membres précédemment. Voilà, une petite remarque en passant. Voilà, j'en reviens aux intellectuels qui, effectivement, sont un certain nombre à déplorer une dépolitisation, y compris du champ intellectuel, dans les échanges d'idées, les recherches, les discussions académiques, les débats entre universitaires, etc. Et puis aussi entre les gens qui, on va dire, communiquent sur les résultats scientifiques, notamment sur Internet. Donc effectivement, comment dire, ce regret d'une dépolitisation passée ou présente ou future perçue par certains intellectuels, euh, disons qu'il s'incarne notamment dans le fait il y a un certain rejet qui est exprimé par rapport à des tentatives de gens d'essayer vraiment de se placer à peu près en dehors euh, des, euh, des préoccupations politiques quand ils parlent de recherche et de résultats scientifiques. On peut penser notamment aux gens qui font de la vulgarisation, que ce soit des résultats ou des méthodes scientifiques euh, qui sont euh, qui sont assez présents, hein, disons sur l'internet francophone. Il y a eu récemment des échanges assez houleux entre les personnes que je viens d'évoquer et puis d'autres qui rappellent, enfin qui affirment en tout cas qu'il est naïf de vouloir ou de prétendre se placer en quelque sorte en dehors de ce champ de bataille politique. L'idée, je crois pas faire d'homme de paille en le disant, l'idée c'est que comme toute personne finalement qui émet un énoncé qui se veut factuel, et forcément appartient à un groupe humain, une société, évolue dans un certain contexte historique, politique, social, économique. L'idée, c'est que les énoncés qui se veulent factuels, finalement, appartiennent toujours déjà, pour utiliser un néologisme qui vient de Derrida et qui, pour une fois, moi, je trouve très utile et très puissant et franchement pertinent, contrairement à la plupart des néologismes qu'il a pu inventer. Il y a cette idée selon laquelle les énoncés qui se veulent à peu près factuels sont finalement toujours déjà influencés par le contexte dans lequel ils sont énoncés. Bon, ça, c'est pas quelque chose qu'on peut sérieusement contester. Personne de sérieux, en tout cas, j'espère, ne le contestera complètement, dans la mesure où effectivement toute personne, par définition, évolue
à une certaine époque, à un certain endroit, elle fréquente certaines personnes, elle est affectée par des réalités humaines nombreuses et qui ont une certaine influence et qui ne dépendent pas exclusivement d'elle-même, de cette personne en question, loin s'en faut. Mais ça, c'est une position, on va dire, qui est, pour ainsi dire, inattaquable, hein. Mais il y a un jusqu'au boutisme, je crois, dans certaines positions, certaines affirmations, qui va revenir à dire que à cause de ce contexte finalement dont on ne peut jamais complètement s'extraire, eh bien euh, les énoncés qui se veulent factuels et émis par certaines personnes, il va falloir aller les analyser en fonction des intérêts de cette personne qui émet l'énoncé, en fonction du contexte dans lequel elle évolue, en fonction de sa position dans différents groupes humains, position notamment hiérarchique. Et cette analyse se fait à ce moment-là, ou en tout cas certains proposent de la faire, à l'exclusion d'une analyse vraiment des propositions qui se veulent factuelles et qui sont faites. Et ça, c'est vraiment la position jusqu'au boutiste qui a été celle de certaines excroissances, si on peut dire, de la sociologie des sciences. On pense au programme fort de Barnes et de Blois de l'école d'Édimbourg. Ça, j'en avais déjà parlé, je crois, dans le précédent discours d'antipolitique générale. Donc, voilà, je rappelle, c'est nécessaire, c'est lénifiant, je trouve aussi, d'avoir à le faire parce que c'est une évidence. Mais c'est nécessaire, sans doute, de rappeler qu'effectivement, les scientifiques, les chercheurs, les journalistes scientifiques, les vulgarisateurs et la recherche peuvent être influencés par des groupes et des intérêts politiques, économiques, industriels, etc., etc. Ça, c'est une évidence, mais il est complètement excessif de n'analyser les énoncés qui se veulent factuels que selon cette grille-là. Alors ça, c'est vraiment une position qui est peut-être extrême et pas celle de la majorité des gens qui aujourd'hui se réclameraient globalement de l'épistémologie des sciences sociales, qui rappellent sans arrêt l'épistémologie des sciences sociales comme si elle était censée être radicalement différente de celle des sciences naturelles. Donc ça, c'est une position un peu plus extrême que la leur, mais la leur va dans cette direction, c'est-à-dire qu'il y a, je crois, quand même un grand pessimisme finalement vis-à-vis de la possibilité de donner ou de proposer des énoncés scientifiques qui soient plutôt fiables. Donc plutôt je parle dans les sciences naturelles et dans les technologies qui en dépendent. Il y a un certain pessimisme, je crois, qu'on peut dire clairement. On l'a vu notamment avec la controverse sur les no fake science récemment. Certains énoncés, en tout cas, bon, je vais revenir là-dessus sur quels énoncés ont posé davantage de problèmes, mais déjà, de manière générale, il y a eu une réaction de la part d'un certain nombre de gens plus ou moins issus des sciences sociales qui ont finalement affirmé détecter une naïveté épistémique chez les gens qui ont soit signé, soit soutenu cette tribune No Fake Science. Donc je rappelle, il s'agissait dans la tribune No Fake Science de déplorer, hein, je crois qu'on doit le dire comme ça, de déplorer le traitement de l'information scientifique et technologique, hein, dans une grande partie des médias
y était déploré le, le traitement de l'information sur les vaccins, par exemple, sur le réchauffement climatique, sur l'énergie nucléaire, sur les OGM, tout un tas de sujets sur lesquels certains médias ont créé au mieux la confusion, voire ont propagé des contre-vérités en grande quantité, je crois qu'on peut le dire. Donc la tribune No Fake Science se désolait de cet état de fait et ils ont appelait, appelait différents acteurs, que ce soit les chercheurs, les journalistes scientifiques, à essayer de faire en sorte que les connaissances scientifiques soient davantage mises en avant dans la presse, qu'il y ait moins de place pour les fausses informations ou les informations qui vont créer de la confusion, voire de la mésinformation. Donc il est important de noter aussi que différents énoncés dans cette tribune ont suscité différents niveaux d'opposition, hein, puisqu'il y a quand même eu davantage de boucliers levés. Je parle toujours, y compris chez cette partie, au moins ce coin-là des sciences sociales, des énoncés sur les OGM, sur le nucléaire, ont nettement plus dérangé que sur le changement climatique, par exemple, puisque sur le dernier sujet, la science, les connaissances scientifiques, disons-le comme ça plutôt, semblent aller dans le sens d'intuitions morales qui sont répandues dans les sciences sociales ou cette partie des sciences sociales pour des raisons que je vais pas développer ici, alors que de manière à l'opposé, du côté de l'énergie nucléaire et des OGM, bah, c'est pas le cas. Les intuitions, on va dire morales, politiques, sociales des gens qui sont venus finalement diagnostiquer une naïveté épistémique de cette tribune No Fake Science sont plutôt mises à mal quoi par les connaissances scientifiques sur ces points-là. Mais toujours est-il qu'effectivement le point moi que je voudrais approfondir ici, c'est le point qui est relié à cette accusation ou à ce diagnostic en tout cas pour créer moins de houle. Ce diagnostic, en tout cas prétendu ou auto-affirmé de naïveté épistémique auquel on peut accéder en partie. Hein, certains signataires de la tribune ont reconnu des raccourcis ou des simplifications dans la tribune qui évidemment doit être quelque chose de court et qui a un certain dynamisme. Il y a eu des débats, des discussions plutôt intéressants chez les vulgarisateurs que j'ai eu l'occasion d'écouter. Donc on peut accéder en partie à ce diagnostic de naïveté épistémique. Bon, je pense qu'il a été poussé assez loin, c'est-à-dire que il y avait vraiment avec une certaine force, avec une grande force, des choses qui étaient avancées, qui se voulaient des rappels élémentaires selon lesquels, oui d'accord, ça ce sont les résultats de la science, mais enfin vous savez bien que dans un environnement humain tel qui est le nôtre, les recherches scientifiques les recherches scientifiques sont influencées par les intérêts, les groupes, encore une fois, politiques, économiques, industriels, et que donc il faut replacer ces controverses qui n'en sont pas tellement que ça, d'ailleurs, si on se place vraiment du côté des scientifiques en exercice, mais en tout cas ces controverses dans l'espace public. Ça d'ailleurs, c'est aussi quelque chose qui donne raison à la tribune No Fake Science, puisqu'on a des domaines sur lesquels il y a des controverses pas possibles dans l'espace public, où même l'opinion majoritaire semble aller à l'inverse des connaissances scientifiques, alors que du côté des scientifiques, ben, évidemment il y a des échanges, il y a des débats, on n'est pas d'accord sur tout, mais
y a pas comme ça des controverses sur est-ce qu'il y a le réchauffement climatique ou pas. Bon, là encore une fois, c'était pas quelque chose qui a trop choqué nos sociologues critiques, puisque ça ne dérange pas tellement, hein, ces connaissances scientifiques-là, mais beaucoup plus, j'ai vu passer des récriminations sur les OGM, l'énergie nucléaire, puisque là, tout de suite, la suspicion, c'est qu'il y a des groupes industriels qui bénéficient de ces technologies-là, qui ont donc tout intérêt à ce que les gens croient qu'elles sont relativement sans danger, et donc les énoncés scientifiques qui vont plutôt dans ce sens-là, hein, qui vont plutôt dans le sens qui consiste à dire les OGM sont peu dangereux, voire très peu dangereux pour la santé. L'énergie nucléaire pollue très peu, surtout sur l'échelle qui est vraiment importante du dioxyde de carbone. Donc ça, c'est des énoncés, je sais même plus comment j'ai commencé cette phrase-là, mais ce sont des énoncés qui semblent aller plutôt à l'encontre des espoirs moraux et des intuitions politiques de la plupart des gens qui sont venus en opposition à la tribune No Fake Science. Mais effectivement, il y avait un rappel qui m'a semblé vraiment très fort à, on va dire, une prudence épistémique qui me semble excessive, moi, dans la mesure où effectivement des intérêts existent, des chercheurs qui sont corrompus, on y est, enfin, je veux dire, il y en aura toujours quelques-uns. Il y a les exemples évidemment bien connus à la grande époque de l'industrie du tabac, etc. Il y a aussi des chercheurs qui, sans être corrompus, sont financés directement par certaines entreprises, etc. Ça, c'est indéniable, mais en arriver à des conclusions épistémiques qui sont vraiment d'un pessimisme très fort me semble tout à fait excessif, dans la mesure où il y a beaucoup de chercheurs qui n'ont pas de conflit d'intérêts et qui semblent, pour la grande majorité, tomber à peu près tous d'accord avec, enfin les uns avec les autres, pour dire que, par exemple, les OGM sont pas spécialement dangereux, que l'énergie nucléaire, ça non plus, et que c'est plutôt bien pour éviter d'émettre du dioxyde de carbone. Euh, et je pense qu'il y a eu un appel vraiment excessif à une soi-disant prudence épistémique, et là on en revient à une distinction qui est souvent faite par les gens des cercles sceptiques, une distinction entre un scepticisme scientifique et un scepticisme radical. Scepticisme scientifique qui revient à essayer de proportionner nos croyances aux éléments factuels qui sont à notre disposition et qui nous sont connus. Scepticisme radical qui revient plutôt à exclure, je dirais à peu près a priori, la possibilité de savoir des choses de manière à peu près fiable. Et ici, bon, ce scepticisme plus ou moins radical quand même, est en quelque sorte justifié, notamment par le fait, c'est encore une fois, c'est assez trivial, mais le fait que oui, certains groupes d'intérêt, évidemment, ont intérêt à ce que certaines conclusions émergent des recherches plutôt que d'autres. Mais bon, des groupes d'intérêt, il y en a qui vont dans tous les sens. Alors certains ont sans doute, enfin clairement, ont plus d'influence, au moins potentielle, sur certains chercheurs que d'autres. Mais les chercheurs eux-mêmes, d'ailleurs, peuvent très bien, sans influence extérieure spécifique, être un peu biaisés eux-mêmes par leurs propres intuitions. Et ça, on va y revenir. On va y revenir parce que justement, en parallèle et en contraste net avec ce fort pessimisme épistémique, je crois, qui est exprimé envers les sciences naturelles et les technologies qui leur sont, qui en sont dépendantes, au moins une grande partie des sciences naturelles, il y a un scepticisme ou une sorte de pessimisme épistémique qui se veut un réalisme, mais qu'on pourrait presque qualifier de cynisme hein, par moment, ou je veux dire pour certains individus. En parallèle et en contraste avec ce pessimisme épistémique, pardon, je me répète beaucoup,
vis-à-vis des sciences naturelles, eh bien, il semble y avoir un grand optimisme épistémique chez les mêmes personnes vis-à-vis des sciences sociales et des sciences humaines. Et ça, je crois que c'est assez remarquable. Et je souhaite m'y arrêter et consacrer la majorité du reste de ce discours d'antipolitique générale. Je vais noter une seconde déclinaison de cette dichotomie avant d'aller plus loin. C'est que, c'est très proche de ce que je viens de dire, mais c'est que, encore une fois, voilà, les sciences naturelles, ben, comme il y a des applications derrière, souvent, comme ces applications souvent intéressent des groupes industriels, il y a ce soupçon d'un biais dans les résultats exprimés et énoncés par les sciences naturelles, notamment au sujet de certaines technologies. Donc indirectement, il s'agit d'un biais économique et même presque politique, puisque en plus, évidemment, les gens qui sont soupçonnés, bon, le terme est déjà fort, mais j'adopte un peu le point de vue entre guillemets des intellectuels critiques, n'est-ce pas? Les gens qui sont entre guillemets soupçonnés de entre guillemets faire le jeu des grands groupes industriels, ils sont aussi soupçonnés par là même de faire le jeu de politiques indirectement qui sont elles-mêmes considérées comme indésirables. Donc il y a une accusation indirecte de biais politique envers finalement une partie des sciences naturelles. Et par ailleurs, il y a encore une fois là une immense confiance dans les résultats des sciences humaines et sociales chez ces mêmes personnes, typiquement dans les sciences sociales critiques, la sociologie critique, une grande confiance dans la sociologie et les disciplines comme l'histoire, etc., euh, qui, euh, qui semble quand même faire contraste avec le scepticisme qui est sans arrêt avant, enfin sans arrêt, et qui a été clairement et qui l'est souvent exprimé vis-à-vis des sciences naturelles. Donc encore une dichotomie, bon c'est une déclinaison de la même dichotomie, mais le schéma qui se dessine, c'est que il y a chez un certain nombre de personnes, surtout chez les gens qui vont se ruer dans les brancards face à ce qu'ils perçoivent comme une dépolitisation du monde, une dépolitisation du champ intellectuel, qui sont extrêmement agressifs souvent avec les gens qui essaient de faire preuve d'objectivité et qui essaient de se placer dans la mesure du possible hors du champ normatif et politique. Et souvent, il y a une agressivité, et en tout cas, il y a une incrédulité qui est très nette, mais aussi une agressivité, je crois. Donc il y a ça d'un côté, et puis de l'autre côté, un optimisme très fort envers tout ce qui concerne, enfin pas tout justement, mais une grande partie de ce qui est relié aux sciences sociales, et évidemment en particulier, bon, c'est pas un accident, tous les résultats issus des sciences sociales qui semblent donner raison à la vision du monde de ces gens-là. Donc ça, c'est le motif qui se dessine. Il y a, on le sait, donc un scepticisme qui est bien connu euh, chez les intellectuels critiques vis-à-vis donc de ce qui relève, on va dire, des croyances populaires, hein, disons des représentations assez courantes du monde. On peut en appeler certains des clichés, les stéréotypes notamment. Euh, Ça, c'est rejeté, pour ainsi dire, en bloc par un grand nombre de personnes dans les sciences sociales. Donc, en tout cas, par défaut, il y a une position euh, extrêmement sceptique par rapport à ces croyances-là. Donc ça, euh, c'est attendu, mais ce que je rajoute, moi, ici, c'est qu'il y a aussi un fort pessimisme épistémique vis-à-vis des possibilités des sciences naturelles de dire des choses plutôt fiables du monde, et à l'inverse, ça c'est la dichotomie sur laquelle j'insiste encore une fois, il semble qu'il y ait vraiment une confiance admirative en quelque sorte envers un grand nombre de choses
qui sortent des sciences sociales. Et là, les appels à la prudence épistémique excessifs, hein, je le rappelle, dans le cas des sciences naturelles, à mon avis, disparaissent, hein, pour ainsi dire. Et pourtant, je crois qu'on peut dire objectivement que les biais cognitifs de toutes origines, pardon, et de toutes sortes, sont plutôt plus, en tout cas, ont plus de prise dans les sciences humaines et sociales. Et par exemple, enfin, l'un des premiers éléments qu'on peut et qu'on doit constater, c'est que quand on fait des sciences humaines et sociales, on s'intéresse à des sujets d'études qui concernent directement l'humain, les humains. Et à l'inverse des sciences naturelles, dans la grande majorité des cas. Alors on peut penser à la médecine et dans certains cas à la biologie comme contre-exemple, mais quand même il y a une tendance forte évidemment. Bon, tout ça c'est des spectres avec des distributions, mais la distribution pour les sciences humaines et les sciences sociales est beaucoup plus centrée sur tout ce qui est les sujets qui concernent l'humain que la distribution qui concerne la distribution des sciences naturelles. Et ça déjà, c'est un premier handicap pour la personne qui souhaite faire des sciences humaines et sociales, parce que qui dit question sur les réalités humaines, les individus et les groupes qu'ils constituent, dit automatiquement que au moins, je dirais au niveau réflexif, au niveau vraiment des réflexes cognitifs, un certain nombre d'intuitions morales vont être mobilisées. C'est quelque chose qu'on ne peut pas complètement éteindre, et certainement pas, je veux dire, dans les premiers instants pendant lesquels on constate une réalité, par exemple. Alors après, on peut s'efforcer, et beaucoup y arrivent, heureusement, de prendre une certaine distance pour arriver à faire une analyse à peu près objective et fiable des situations. Mais effectivement, ça, c'est pas facile, et c'est un obstacle qui existe dans les sciences humaines et sociales beaucoup plus clairement et de manière beaucoup plus omniprésente que dans les sciences naturelles. Si je vois une situation qui implique des humains, mes intuitions morales vont faire partie de ma grille de lecture pour cette situation-là. Alors que si je vois une situation qui implique des planètes, des atomes, des électrons dans des métaux, des molécules qui réagissent les unes avec les autres, des cellules qui se divisent et se multiplient, là, mes intuitions morales vont pas tellement être mobilisées. Surtout, et ça c'est quelque chose qui m'a été rappelé par un ancien invité du podcast, surtout à l'époque contemporaine. Il s'agit de Raoul Manier-Berton, l'ancien invité du podcast. Surtout à notre époque contemporaine, où heureusement en tout cas en Occident, et pas totalement mais majoritairement, les religions ont renoncé à essayer d'imposer aux sciences naturelles ce qu'elles pouvaient dire sur un certain nombre de choses, la nature du cosmos, la nature de la région de l'univers autour de la Terre, de l'âge, pardon, et de la taille de l'univers, et ce genre de choses-là. Évidemment, ça aurait été moins le cas en l'an 1500 ou 1600, mais et puis pour la biologie avant 1850 en gros, et Darwin, quoi. Mais donc voilà, surtout à notre époque contemporaine, dans laquelle en tout cas dans une mesure importante, la religion a cédé beaucoup d'espace aux sciences naturelles pour étudier les phénomènes qu'elles étudient. En revanche, alors c'est pas des religions, mais les idéologies politiques ont cédé peu de place
aux sciences humaines et sociales pour étudier les objets qui sont les leurs, et même dans la mesure, en ne parlant pas strictement parlant des idéologies politiques, même les chercheurs individuels en sciences humaines et sociales ont à peu près forcément des intuitions morales qui vont être mobilisées malgré toute la discipline intellectuelle dont ces chercheurs sont capables par diverses situations. Et il s'agira donc de se distancier de ces intuitions morales dans la mesure du possible, mais c'est pas facile. Et comme toutes les situations qui sont étudiées eh bien, sont susceptibles de mobiliser ces intuitions-là, c'est d'autant plus difficile. Et un problème qui se greffe à ça et qui décuple, hein, pour ainsi dire, ce premier problème, c'est un problème qui a été notamment soulevé par Jonathan Haidt. C'est pas le seul évidemment, mais il est connu pour l'avoir fait particulièrement bien et particulièrement clairement. C'est qu'en plus de cela, dans ces disciplines des sciences humaines et sociales, il y a une grande monochromie des intuitions politiques, c'est-à-dire que quand même une majorité importante de chercheurs ont des intuitions morales qui vont plutôt clairement dans le même sens, les uns par rapport aux autres. Et ça complique encore la tâche des gens qui travaillent dans ces disciplines-là. Pour la raison suivante, hein, ça c'est vraiment le paradigme est connu, mais je pense que c'est bien de le rappeler, c'est-à-dire que si un chercheur dans les sciences humaines et sociales avance un résultat ou une hypothèse ou quelque chose, quoi, une idée ou une donnée qui semble aller dans le sens, disons, globalement en tout cas, de la représentation du monde qui est majoritaire chez ses collègues, eh bien, on peut s'attendre à ce que ses collègues ne soient pas très virulents dans la manière dont ils vont vérifier ces résultats, puisque ces résultats, finalement, dans un certain sens, semblent confirmer ce qu'ils pensaient déjà savoir, ce qu'ils croyaient déjà savoir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y ait aucune rigueur intellectuelle, encore une fois, dans ces domaines-là, mais il y a des tendances de l'esprit humain qui sont bien connues. Ça s'appelle les biais de confirmation. C'est complètement bien établi et c'est universel. Et il y a même des études qui se sont penchées sur la question et qui ont vu que les gens, enfin les intellectuels, les gens qui ont des forts niveaux d'études, ils sont typiquement pas moins victimes de biais de confirmation que le reste du monde. Et donc par contraste, si un sociologue ou un anthropologue, etc., avance quelque chose qui semble mettre à mal, dans une certaine mesure, hein, ça ne peut pas forcément l'effondrer totalement en un coup, c'est à peu près impossible, qui semble mettre à mal la vision du monde qui est majoritaire chez les chercheurs de ces disciplines-là, eh bien là on peut s'attendre, c'est à peu près inévitable, à ce que grand nombre de ses collègues s'attachent à vérifier ces résultats de manière extrêmement resserrée, à ce qu'ils en forment une critique très musclée, à ce qu'ils fassent preuve, pardon, vraiment d'une minutie vraiment extrême dans la manière dont ils vont vérifier ces résultats, et ça va aller parfois jusqu'à voilà, trouver la toute petite bête, même parfois imaginaire, qui va dans l'esprit de beaucoup permettre de rejeter, parfois à tort, hein, donc ici c'est ce que je soutiens et c'est dans la lignée de Jonathan Haidt, qui vont permettre dans l'esprit de certains de rejeter parfois à tort ces énoncés ou ces résultats ou ces résultats au moins provisoires qui semblent mettre à mal dans une certaine mesure la vision du monde majoritaire chez les chercheurs des sciences sociales.
Et ça, c'est une difficulté supplémentaire, et évidemment qui fait d'autant plus de dégâts qu'elle vient se greffer sur la précédente. La difficulté précédente, c'est celle qui est liée au fait que, comme les gens qui font des sciences humaines et sociales étudient, se penchent sur des questions qui ont directement rapport avec l'humain, eh bien, forcément, tôt ou tard, leurs intuitions morales vont être mobilisées. Donc, alors, un certain nombre d'entre eux pourront être bons pour ne pas se laisser dominer par elles, pour ne pas laisser, comme le dirait très bien Gerald Bronner, leur croire se faire contaminer par leurs désirs. Mais quand on a les deux problèmes qui interagissent, qui interfèrent constructivement, hein, je pense que c'est clair l'un avec l'autre, enfin constructivement au sens de que les amplitudes des problèmes s'ajoutent. Malheureusement, c'est plutôt destructif pour la bonne tenue des recherches en sciences sociales. Eh bien, voilà, c'est difficile. Et alors, s'ajoute encore à ces deux premiers problèmes un troisième problème, qui est que effectivement, il y a eu des mesures et des enquêtes qui ont été faites là-dessus. Par rapport à leurs collègues de sciences naturelles, les chercheurs de sciences humaines ont une tendance plus faible à la pensée analytique et une tendance plus forte à la pensée empathique. Ça, c'est aussi des tendances qui se retrouvent chez les femmes plutôt que chez les hommes, qui ont plutôt les tendances inverses. Il y a aussi, bon, ça c'est presque annexe, en tout cas dans ce que je souhaite pointer ici. Bon, il y a moins de formation en méthode quantitative, hein, souvent dans les sciences sociales et surtout les sciences humaines évidemment, qu'en sciences naturelles. Mais voilà, donc déjà dans la personnalité des gens, il y a une tendance plus faible, nettement plus faible à la pensée analytique, pardon, que ce qu'il n'est le cas en sciences naturelles. Donc avec ces différents points en tête, moi je prétends, et je pense que c'est pas vraiment difficile quoi comme conclusion, je pense que c'est assez inévitable. Je pense que dans ces conditions-là, premier point, beaucoup plus d'influence des intuitions morales dans les sciences sociales. Deuxième point, une forte monochromie morale dans les sciences sociales, donc ça, ce qui vient interagir avec le premier point. Troisième point, une moins grande tendance à la pensée analytique. Donc avec ces trois points-là en tête, faire davantage confiance, comme certains semblent clairement le faire, aux sciences sociales et aux sciences humaines qu'aux sciences naturelles, me semble vraiment pas tenable. Alors, il y aurait là une sorte de contradiction, puisque on pourrait considérer que voilà, si on est d'une part extrêmement, extrêmement, le terme est peut-être fort, mais disons fortement justement, fortement modeste dans son épistémologie pour les sciences naturelles, il faudrait l'être encore un peu plus pour les sciences sociales. Et de manière inverse, on pourrait aussi considérer que si des personnes sont plutôt très optimistes dans on va dire, la manière dont ils considèrent la fiabilité des résultats des sciences sociales, il faudrait qu'ils le soient encore un peu plus dans les sciences naturelles. Donc il semble qu'il y ait une contradiction dans le fait que, en tout cas moi je pense détecter, que certains effectivement affichent une confiance beaucoup plus forte, ou en tout cas, oui on peut dire beaucoup plus forte, dans certains résultats des sciences sociales que dans les résultats des sciences naturelles. Donc on peut voir ça comme une contradiction, et je pense que ça se défend, hein, puisque les arguments que j'ai donnés précédemment sur le fait on est davantage en proie à ces biais quand on fait des sciences sociales que des sciences naturelles, je pense que ces arguments-là sont valides et difficilement contestables. Donc il y aurait une contradiction dans le fait de faire davantage confiance aux sciences sociales, mais ce que je voudrais faire dans le reste de ce monologue, c'est en quelque sorte proposer une manière
de résoudre ce paradoxe apparent et de montrer pourquoi ça n'en est pas vraiment un, si on vient vraiment trouver ce qui pourrait permettre d'expliquer tout ça à la fois. Ça, c'est quelque chose qui se place dans le type de démarche que j'ai commencé à centrer souvent dans la manière dont je réfléchissais à ces questions-là, puisque effectivement, quand on sait qu'on n'est pas d'accord avec une position, on va être tenté de trouver des contradictions dans cette position-là. On va dire, ben voilà, la personne avec laquelle je suis pas d'accord pense A, elle pense aussi B. Moi, il me semble que si on pense A, il est pas bien raisonnable de penser B également. Donc ça, c'est un peu la conclusion qui est défendue par les arguments que j'ai donnés il y a quelques minutes. Mais également, je pense que dans un second mouvement, alors c'est important hein, de relever ce qu'on pense comme étant des contradictions. Ça peut faire qu'avancer la discussion, je pense. Évidemment, si on est disposé à entendre la réponse de la personne avec laquelle on n'est pas d'accord, mais je pense aussi que dans un mouvement d'analyse et d'une analyse des positions avec lesquelles en l'occurrence moi je suis pas d'accord, je pense qu'il est bien de chercher s'il n'y a pas des invariants hein, qui viennent en fait sous-tendre les différentes positions de l'adversaire entre guillemets, enfin de la personne avec laquelle on n'est pas d'accord, qui viennent sous-tendre ces différentes positions qui peuvent sembler contradictoires et qui finalement viennent structurer le tout en levant le paradoxe apparent. Donc dans ce cas-là, dans ce cas précis hein, dont j'avais discuté jusqu'ici, qui est le fait que j'ai l'impression forte que certains font nettement plus confiance aux résultats des sciences sociales finalement qu'aux résultats des sciences naturelles. En tout cas, certains résultats des sciences sociales et certains résultats des sciences naturelles, mais c'est assez général, quoi. Hein. C'est pas un exemple précis d'une théorie sociologique qui est très très bien établie d'un côté, et puis de l'autre quelque chose qui est beaucoup plus spéculatif en sciences naturelles. Non, c'est vraiment c'est beaucoup plus général. C'est un paradigme, donc c'est un paradigme, donc c'est général. Cette contradiction-là, donc bon, j'ai défendu dans un premier temps la position selon laquelle c'était, de mon point de vue, une contradiction parce que il y a un certain nombre de biais qui vont être plus puissants quand on fait des sciences sociales, mais voilà, je vais essayer de montrer comment on peut en quelque sorte lever cette contradiction-là en regardant les choses un peu différemment. Donc, je pense qu'il faut commencer par regarder la conception justement des biais cognitifs qui sous-tendent cette vision du monde dans laquelle on se retrouve à accorder plus de confiance, il semble, à tout un tas de résultats des sciences sociales, plutôt de type sociologie critique, qu'à des résultats de sciences naturelles, notamment ceux qui semblent ne pas condamner certaines applications technologiques à un opprobre moral en quelque sorte. Cette conception des biais cognitifs, elle donne vraiment le primat, si vous voulez, à l'idée selon laquelle justement nos idées, nos croyances sont héritées de nos semblables du reste de la société, exclusivement, pour ainsi dire. C'est peut-être un peu excessif de dire exclusivement, mais en pratique, c'est ça qui est vraiment... c'est là-dessus que les gens se focalisent dans cette vision du monde-là. Alors, donc ce primat-là, il est accordé finalement à la transmission des croyances par les interactions.
Et notamment, il y a une sorte de primat qui est accordé à ce qui est perçu comme les croyances dominantes et les croyances des dominants, ou les croyances que les dominants, là j'utilise un terme vraiment des sciences sociales critiques, ce que je devrais plutôt appeler, utiliser le terme de gens qui ont une position, disons, favorable, hein, dans les groupes humains. Donc il y a une insistance sur des croyances que ces gens-là, qui sont plutôt en position favorable, essaieraient de transmettre aux autres, s'efforceraient de pérenniser et de diffuser dans l'espace social, n'est-ce pas? Ça, c'est une croyance ou une intuition, enfin c'est une croyance qui trouve évidemment certains exemples dans le monde réel. Il est clair que certaines personnes qui ont de l'argent ou qui ont de l'influence politique, par exemple, utilisent des canaux de communication, notamment médiatiques, pour diffuser certaines idées. Je veux dire, c'est clairement vrai, mais il y a encore une fois de cet élément de vérité et déduit une vérité exclusive, il me semble. C'est-à-dire que il y a vraiment une loi générale qui en est déduite, il me semble, qui consiste à dire que les croyances des gens lambda, quoi, enfin n'importe qui, leur viennent de une sorte d'ensemble de structures sociales, de structures de pouvoir, dont les bénéficiaires chercheraient, que ce soit consciemment ou inconsciemment, à conserver leur position avantageuse, et donc ils cherchent à populariser des croyances dans l'espace public. Et donc ça, je le redis, c'est dans une certaine version qui serait peut-être un petit peu plus édulcorée de celle que je viens de d'énoncer, mais dans une certaine version, ça c'est une partie du réel, mais seulement il semble qu'il y ait vraiment un angle mort enfin c'est même plus qu'un angle mort, c'est vraiment un trait qui est tiré sur tout un ensemble de processus humains, notamment ceux qui vraiment sont liés, on peut dire, assez exclusivement à la cognition individuelle. L'idée que les gens construisent progressivement des croyances à partir de leurs expériences individuelles, ça c'est quelque chose qui est peu considéré, voire pas considéré par cette vision des choses-là, il me semble. À l'inverse, voilà, on va prêter les croyances des gens à des structures sociales qui en sont rendues responsables, structures sociales qui seraient assez hiérarchisées. Par exemple, un exemple, c'est le patriarcat qui est avancé comme ça, comme une structure sociale qui existerait et qui, eh bien, en fait, générerait les croyances des gens sur, par exemple, les hommes, les femmes, la masculinité, la fémininité, etc. Et donc ça se décline, pour ainsi dire, à l'infini, avec diverses structures sociales. Hein, c'est vraiment dans la version un petit peu jusqu'au boutiste, c'est la kyriarchie de la théorie intersectionnelle, avec le capitalisme patriarcal, blanc, eurocentré, cisgenre, hétéronormatif. Je crois qu'il y en a plus tellement d'autres, islamophobes, etc. Mais ces structures sociales-là, voilà, elles sont vraiment rendues responsables, on peut dire exclusivement, des croyances des gens, et donc
le rôle vraiment de leurs expériences individuelles, donc le fait que voilà, et simplement ils rencontrent des situations, ils rencontrent des gens, et donc se font petit à petit une certaine opinion de certaines personnes, de certains groupes de personnes. Ça, c'est pas tellement considéré du tout, quoi. Et il y a vraiment une omniprésence et une omnipotence qui sont accordées à ces structures sociales, à ces structures de pouvoir, hein, dans la manière dont elles sont considérées, ces rapports de pouvoir qui expliqueraient, pardon, visiblement et exclusivement les croyances des gens. Et la cognition individuelle est laissée un peu beaucoup de côté. Une cognition individuelle qui a ses forces et ses faiblesses, hein, je le rappelle, c'est pas, si je dis ça, c'est pas pour dire que nos perceptions individuelles, lorsque nous ne sommes pas trop influencés par les croyances collectives, vont être infaillibles, géniales, tout ça, loin s'en faut. Nous avons clairement des capacités à repérer, pardon, des régularités, ça c'est quelque chose de très fort, et on se trompe pas toujours, loin s'en faut. Enfin, il y a les travaux de Lee Jassim sur on va dire comment traduire ça en français, stereotype accuracy, c'est plutôt la précision, c'est pas tellement le bon terme, je dirais en français, mais une certaine validité des stéréotypes, des croyances que les gens peuvent avoir sur d'autres groupes démographiques. Donc il y a une tendance à repérer les régularités que nous avons. On peut aussi conseiller la lecture de l'ouvrage de Laurent Cordonnier, La nature du social, à ce propos-là. Une tendance qui, effectivement, nous conduit à avoir certaines croyances plutôt valides, et aussi certaines croyances plutôt invalides ou encore excessives, quoi. On peut avoir des croyances plutôt valides sur, par exemple, différents groupes de gens, mais une tendance à l'essentialisation qui va nous faire perdre de vue les variances à l'intérieur des groupes qui sont presque invariablement très importantes. Une tendance à l'essentialisation, donc ça c'est un premier piège cognitif. Également un piège cognitif très important, c'est celui qui consiste à voir des intentions là où il n'y en a pas. Ça c'est le fameux biais d'agentivité dont parle très bien Gerald Bronner en particulier. Donc cette conception des limites de la cognition qui finalement fait un peu l'impasse sur ce dont je viens de parler, sur la cognition individuelle avec ses forces et ses faiblesses. Elle sous-tend cette conception de la cognition qui consiste finalement à attribuer les croyances individuelles aux croyances collectives, hein, de manière vraiment, on peut dire, mécanique. Cette conception-là sous-tend à la fois le pessimisme à propos des sciences naturelles et surtout un pessimisme, comme je disais plus tôt, à propos des connaissances qui semblent pas aller dans le sens des intuitions morales des partisans de ce qu'on va appeler la théorie critique. Hein. Je pense que le terme est adapté, je vais revenir dessus, mais je pense que le terme est adapté. Donc, d'un côté, un pessimisme à propos des sciences naturelles, sous-tendu par cette conception de la cognition humaine, et de l'autre côté, une confiance plus grande envers les sciences sociales et les sciences humaines, également sous-tendue par cette même conception de la cognition humaine. Alors, je rentre dans les détails. C'est assez logique dans cette conception finalement de la manière dont les croyances se forment chez les gens, assez logique de placer, disons, moins de confiance dans les sciences naturelles que ce que peuvent le faire beaucoup d'autres personnes. Puisqu'en effet, à ce moment-là, par exemple, les capacités de raisonnement logique, objectives, qui sont importantes pour faire des sciences naturelles, dans cette vision-là, se retrouvent reléguées, hein,
par rapport aux croyances des individus qui sont, comme je le disais juste avant, elles-mêmes inféodées aux structures de pouvoir social, puisque c'est à elles que deviennent attribuées les croyances des gens, y compris des scientifiques. Donc à ce moment-là, on ne regarde plus tellement les arguments qui sont utilisés par les chercheurs, par les ingénieurs, par les gens qui font de la vulgarisation et de la communication scientifique. On regarde plutôt leurs intérêts potentiels, quelles peuvent être peut-être leurs croyances politiques, mais surtout en général, l'accent est mis sur les intérêts éventuellement économiques. Donc ça, c'est d'un côté la manière dont cette conception des croyances vient endommager, je pense quand même, de manière assez logique, la confiance qui va pouvoir être placée dans les sciences naturelles. Et d'un côté, c'est aussi logique, c'est également logique de placer une plus grande confiance dans les sciences humaines et sociales, ou moins conçues d'une certaine manière, conçues dans la lignée, justement, je le disais, de la théorie critique. Puisque à ce moment-là, il deviendra en fait finalement assez logique de fonder le champ scientifique sur les sciences humaines et sociales. Puisque elles, et elles seules, vont permettre de venir trancher à travers le voile des illusions qui nous seraient placées sur les yeux par le monde social. Les sciences humaines et sociales, à ce moment-là, sont considérées comme capable de venir mettre à jour le réel qui nous était caché par les puissants, les gens intéressés, les gens mal intentionnés. Bon, tout ça, c'est à peu près équivalent pour la théorie critique. Donc, dans cette vision de théorie critique-là, il s'agit de venir mettre à jour les énoncés qui se veulent des énoncés factuels et qui profiteraient à certaines personnes dont il est considéré que c'est pas bien que des énoncés leur profitent, puisqu'ils sont déjà dans une position de force, etc. Donc dans cette conception-là, il y a une sociologie des croyances, une sociologie, voire une philosophie des sciences et de la connaissance qui sont fondées sur un axiome qui est le suivant, c'est-à-dire que les énoncés, ça je répète un peu ce que je viens de dire, mais les énoncés qui semblent favorables aux gens plutôt déjà en position favorable dans les groupes humains, dans ce que les sociologues appelleraient l'espace social, les énoncés qui semblent favorables à ces gens qui sont déjà plutôt en bonne position sont considérés comme, au moins par défaut, par définition suspects. Ils vont être vraiment examinés, critiqués avec une vigilance et une pugnacité illimitée, on peut dire. C'est-à-dire que, et là on revient à ce que disait Jonathan Haidt, c'est-à-dire que tout va être mis en œuvre pour vraiment mettre à mal ces énoncés-là. Et donc ça, c'est vraiment l'approche de la théorie critique. Et cette approche-là est quand même centrale pour une partie importante des sciences humaines et sociales contemporaines. Ça, on en parle souvent sur le podcast. Donc ça, c'est plutôt l'approche qui est parfois appelée sociologie critique, justement, par y compris les gens qui s'en réclament. Et donc l'un des fondements de cette conception critique des sciences humaines et sociales, c'est celui que je viens d'expliquer, l'un des fondements de la théorie critique, qui consiste à dire que ou à considérer que tout énoncé qui semble pas aller dans un sens de réduction des inégalités qui sont automatiquement perçues comme des oppressions et des injustices, tout énoncé qui ne va pas dans ce sens-là va être soumis à une critique vraiment extraordinairement poussée
une critique parfois qu'on pourra dire généalogique, c'est-à-dire on va dire d'où ça vient, c'est le fameux d'où est-ce que tu parles, camarade, d'où ça vient, qui a émis cette proposition, quelle est sa place dans l'espace social, quels sont ses intérêts, et alors les questions finalement de est-ce que l'énoncé est confirmé par les données disponibles ou pas, cette question-là est reléguée à l'arrière-plan dans le meilleur des cas. Donc ça, c'est une tendance lourde et on le voit dans tout un tas de discussions sur tout un tas de sujets. Euh, les énoncés qui sont considérés comme allant dans le mauvais sens, eh bien tout est mis en œuvre pour les rejeter, à commencer par les biais de halo et les sophismes d'origine, c'est-à-dire on va dire mais qui a eu cette idée, qui défend cette idée, etc. Puis on va toujours trouver quelqu'un de peu recommandable qui défend l'idée qu'on trouve désagréable pour pouvoir la rejeter. Bon, ça c'est l'une des manières les plus grossières hein, de mobiliser un peu ce programme de la théorie critique. Il y a des manières un peu plus fines de procéder, mais effectivement, de manière générale, la question de à qui profite telle la croyance en question arrive au premier plan, et puis la question de est-ce que cette croyance-là correspond aux données qui sont à disposition passe au second plan. Voilà, et donc quand même ce mécanisme, hein, on peut dire fondamental de sélection des énoncés résout, je crois, cette contradiction apparente dans la mesure évidemment où on l'accepte ou où on le prend en considération. Et je pense que c'est important de garder ça en tête. C'est toujours important d'essayer de comprendre la manière dont les gens réfléchissent. Évidemment, il faut éviter de faire du mind reading, donc pas décider qu'on sait ce que les gens pensent. Mais bon, là, je m'appuie sur des choses que j'observe. Qui reste évidemment à quantifier de manière plus... Il est évident que dans les sciences humaines et sociales, depuis quelques décennies, il y a des courants qui effectivement ont quand même, on va dire, minimisé, ont cherché à minimiser la confiance qui est placée dans les énoncés des sciences naturelles, tout en finalement donnant aux sciences sociales le rôle de venir arbitrer, en quelque sorte, au moins certaines controverses qui sembleraient concerner les sciences naturelles. Alors encore une fois, je rappelle que dans une certaine mesure, c'est pertinent parce que on peut toujours, et c'est intéressant de venir se poser les questions de qui peut-être a certains biais politiques, qui a certains intérêts économiques, etc. Mais cette substitution, vraiment, parfois il y a une substitution de ces questions-là. Enfin, ces questions-là sont substituées à vraiment les questions de faits. Enfin, c'est tout des questions de faits, hein, mais vraiment la question des faits sur laquelle porte la controverse initialement. Et bon, donc ça, c'est pas contestable, c'est pas quelque chose que j'invente, et j'invente pas non plus vraiment les idées de la théorie critique et l'influence que cette façon de faire a eu également sur les sciences humaines et sociales. Donc par contraste, hein, ce que je défendais il y a un peu plus tôt dans ce monologue, c'est que si on adopte une approche qui n'a pas d'a priori, je crois, sur les sources des biais cognitifs qui rendent plus difficile et un peu moins fiable le travail des chercheurs. Si on n'a pas d'a priori idéologique sur leurs sources, si on considère que y a différentes sources qui peuvent avoir des poids relatifs différents selon les contextes. Donc si on a une approche, à mon avis,
plus empirique de la cognition et de la manière dont se forment les croyances. Ce que je défendais un peu plus tôt, c'est qu'il est, à mon avis, déraisonnable d'être d'un côté fortement critique envers les sciences naturelles et les technologies qui en découlent, et aussi envers les gens qui s'efforcent, souvent avec beaucoup de bonne foi, de communiquer sur les résultats et même les méthodes scientifiques. Donc déraisonnable d'être fortement critique d'un côté envers cela, et de l'autre côté en étant si admiratif envers souvent ce qui est présenté comme les sciences sociales. Bon, en général, c'est ce qui va dans le sens des intuitions de la théorie critique, avec des gros angles morts justement sur des connaissances issues des sciences sociales et des sciences humaines qui vont plutôt dans l'autre sens. Mais bon, ces connaissances-là, pour des raisons on va dire, de sociologie ou de démographie intellectuelle et politique des sciences sociales, elles sont plutôt minoritaires. Mais souvent, elles sont en plus complètement ignorées et rejetées par les gens qui se disent par ailleurs défenseurs des sciences sociales et qui se disent si admiratifs envers les sciences sociales. Mais bon, ça c'est presque une question secondaire ici. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai défendu donc dans un premier temps cette position selon laquelle si on est, je vais la faire dans l'autre sens pour un coup, si on est si admiratif envers les sciences humaines et sociales et la plupart de ce qu'elles peuvent produire, il est déraisonnable d'être à la fois si épistémiquement pessimiste envers beaucoup de choses qui peuvent venir des sciences naturelles. Alors, j'ai placé la loupe sur un des fondements de la théorie critique, et ce fondement-là construit le fait que l'épistémologie utilisée dans une partie des sciences humaines et sociales, finalement, est très différente de celle des sciences naturelles et aussi, disons-le franchement, des sciences humaines et sociales non militantes. Hein. C'est important de le rappeler, il y a beaucoup de choses tout à fait sérieuses qui se font dans les sciences humaines et dans les sciences sociales. C'est important de le rappeler. Souvent, il y a certaines personnes qui voudraient faire croire que la partie des sciences sociales qui semble leur donner raison constitue l'intégralité des sciences sociales. Enfin, souvent, ils se réclament des sciences sociales dans leur ensemble, tout en faisant l'impasse sur des connaissances qui en sont issues et qui ne vont pas dans leur sens qui ne vont pas, pardon, dans le sens de leur représentation du monde. Toujours est-il que effectivement, il y a ce contraste-là, je crois, entre des fondements épistémologiques. Hein. Il y en a un qui consiste à dire bon, les êtres humains, voilà, sont doués de sens qui nous permettent de percevoir certains stimulus qui viennent du monde extérieur. Donc, nous pouvons en déduire avec une certaine prudence et toujours un certain degré de il faut toujours garder en tête que les connaissances sont provisoires, mais on peut en déduire des savoirs plus ou moins fiables, certains sont très fiables, sur le monde extérieur. Et il y a des limites à cette cognition, des limites qui sont internes, qui sont liées à nos sens, qui sont liées à le fait que nous faisons des fautes de logique, des fautes de raisonnement, le fait que nous ayons un temps limité, des ressources également cognitives limitées. Faut garder en tête que réfléchir de manière intense, ça coûte des ressources énergétiques, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est le premier fondement épistémologique, et puis je contraste ça. C'est une vision évidemment un peu dichotomique qui sera assez facile de venir remettre en cause dans une certaine mesure, mais je pense qu'il y a quand même des pôles qui apparaissent et autour desquels se concentrent différents groupes de gens. Donc ça, c'était le premier pôle, et le second pôle, c'est le pôle autour duquel se concentrent les gens qui disent au moins implicitement
Euh, nos croyances fausses en particulier nous viennent des structures sociales qui sont des structures de pouvoir et d'oppression et d'inégalité. Donc le rôle du chercheur est de venir percer à travers ces illusions qui nous sont imposées par le haut, pour ainsi dire. Et donc, si un chercheur dit avoir découvert des données qui semblent plutôt compatibles avec avec les représentations du monde qui nous viendraient soi-disant des discours majoritaires ou privilégiés, etc. Eh bien, alors à ce moment-là, il faudra tout faire pour déconstruire, euh, c'est le terme utilisé souvent, il faudra tout faire pour déconstruire les prétentions de cette personne à avoir mis au jour quelque chose qui a une valeur scientifique. Alors, c'est vraiment dans cette approche, enfin la deuxième approche qui est plutôt répandue, alors je dis pas que c'est majoritaire, mais qui est relativement répandue dans les sciences humaines et sociales, j'en ai beaucoup parlé. Pour revenir un petit peu sur la première approche, donc qui est plutôt, on va dire, certains pourront la qualifier d'un peu naïve, mais en tout cas, je ne crois pas qu'elle est spécialement naïve, parce que justement, elle fait beaucoup de place à la lutte contre les biais cognitifs, seulement elle ne dit pas, voilà, les biais, c'est quelque chose qui consiste à croire ce que les puissants disent, enfin, ça ne se limite pas à ça et ça ne se résume pas à ça. Euh, dans cette approche qui est plutôt enfin qui est clairement en tout cas majoritaire dans les sciences naturelles, qui existe aussi dans les sciences humaines et sociales, bien heureusement, euh, on ne considère pas que ce qui est faux, comme ça je viens de le dire, hein, mais on ne considère pas que ce qui est faux est généré par des croyances qui seraient diffusées par les puissants ou par les structures de pouvoir dont les puissants bénéficieraient. On ne considère pas que nous croyons que, bah, encore une fois, que les hommes et les femmes sont tels qu'ils sont. Enfin, nos croyances là-dessus, dans cette approche-là, on ne se borne pas à les expliquer par le fait que ces croyances-là nous sont transmises de manière explicite ou insidieuse par des entités plus ou moins mal intentionnées. Et en parallèle, je pense qu'il est important euh, de ne pas considérer que tout ce qui va à l'encontre de ce qui peut être décrit ou perçu comme du sens commun, entre guillemets, est forcément faux. Et ça, c'est vrai que là, il y a peut-être un petit désaccord exprimé avec certains rationalistes ou zététiciens sur ce point, parce que j'ai remarqué qu'ils aiment bien dire que pratiquement par définition parfois, et ça je trouve ça très excessif, que la science c'est ce qui va à l'encontre du sens commun, des préjugés, etc. Bon, évidemment au niveau des méthodes, euh, c'est presque systématiquement le cas, presque forcément le cas, mais au niveau des résultats, ben pas forcément, pas forcément. Ça c'est quelque chose sur lequel on peut insister. Enfin, je parlais de voilà des stéréotypes qui sont alors évidemment il faut pas il est erroné d'essentialiser encore une fois, hein, mais les croyances que peuvent avoir les gens sur divers groupes démographiques en général correspondent plutôt correctement à la réalité, même si beaucoup de personnes vont avoir tendance à essentialiser et oublier les variations qui sont importantes au sein de ces groupes démographiques sur tout un tas de caractères sociologiques, psychologiques, etc. Euh, Il y a d'autres exemples, hein. Il y a d'autres exemples qui peuvent venir des sciences naturelles, mais je vais pas m'aventurer là-dessus pour l'instant. Et je crois que finalement c'est un bon moment pour s'arrêter. Donc je vais rappeler peut-être les deux grands mouvements du développement que j'ai proposés. Mais dans un premier temps, j'ai noté que il me semble voir que
y a une tendance dans certains cercles qui sont issus et qui appartiennent au sens social ou qui s'en réclament ou qui éprouvent une certaine forme de convergence intellectuelle et de sympathie, on va dire morale, de sympathie des intuitions morales avec les cercles sociologiques plutôt tendance critique. Donc il y a une tendance dans ces cercles-là, je fais des phrases trop longues, il y a une tendance à, voilà, à faire à être assez pessimiste en épistémologie pour ce qui relève des sciences naturelles et de leurs applications, et dans le même temps à être plutôt très optimiste, très affirmatif, admiratif envers beaucoup de choses ou un certain nombre de choses qui peuvent venir des sciences sociales. Et donc j'ai noté que, au vu d'un certain nombre d'éléments qui laissent très fortement penser qu'il y aura un plus gros impact des biais cognitifs sur les recherches en sciences humaines et sociales, cette dichotomie-là me semble vraiment pas tenir la route. Ça, c'était le premier point. Et le second point, j'ai proposé une manière de venir en fait soulager cette contradiction apparente, puisque, comme je le disais, si on considère que les limites de la cognition humaine et les erreurs que nous faisons nous viennent typiquement de croyances qui nous sont transmises comme ça, je dirais, de manière externe et directe par d'autres personnes. Si on considère ça et qu'en plus on considère que ces croyances-là qui ont cours dans l'espace social vont être dominées par des croyances qui vont plutôt de dans le sens de préserver ce qui est perçu comme des structures sociales de domination, alors à ce moment-là, effectivement, il fait sens, en un sens, de venir accorder un primat à une certaine, au moins, conception des sciences sociales, une primat au sens de l'épistémologie et de la philosophie de la connaissance, puisque finalement le premier mouvement d'une démarche scientifique, ça devrait être de venir trancher dans le vif des croyances qui sont perçues comme majoritaires et comme faisant le bénéfice des gens qui sont en position favorable dans l'ordre social. Ça, ce serait un premier mouvement et finalement vouloir par contraste, en se souciant peu de ces questions de à qui bénéficie telle ou telle croyance, venir déjà s'intéresser aux questions de fait, est-ce que la croyance est plutôt en accord avec les données ou pas, et bien ça, dans cette approche, c'est relégué, comme je le disais depuis le début, au second plan. Et c'est justement là qu'on voit peut-être le plus clairement la différence entre ces approches épistémologiques. Donc il y a vraiment une approche qui me semble, on va dire, ne pas avoir vraiment d'a priori sur l'origine des erreurs qu'on peut faire. Et puis il y a une approche qui va, enfin pas d'a priori, en tout cas, évidemment on peut les classer, on peut regarder, mais on s'autorise et on est vigilant sur tous les types d'erreurs qu'on peut commettre, sans considérer que selon un certain axe, l'axe de est-ce que les croyances bénéficient aux puissants ou aux faibles, il faudra plutôt les adopter ou les rejeter. Mais ça, voilà, donc ça, cet axe privilégié, finalement, il est justement rejeté, je pense, dans une bonne approche, que ce soit en sciences naturelles et en sciences sociales. Et, euh, et donc, je le redis, enfin, je le dis, et c'est un peu en écho par rapport au premier discours d'antipolitique générale. Je pense pas que la bonne manière de défendre les sciences sociales et de défendre leur pertinence, ce soit encore une fois,
d'affirmer une certaine sorte de discontinuité épistémologique entre les sciences sociales et les sciences naturelles. Justement, la dernière fois, je m'étonnais quand j'enregistrais mon premier discours d'antipolitique générale, je m'étonnais un peu que tant de monde me dise sur Twitter notamment, mais tu ne comprends pas l'épistémologie des sciences sociales. En fait, bon, je pense que pour un certain nombre d'entre eux, ce qu'ils avaient en tête, c'était ce dont je viens de discuter, c'est-à-dire que pour eux, l'épistémologie des sciences sociales se distingue de celle des sciences naturelles, en ceci que elle a vraiment cet axe d'analyse privilégié qui consiste à dire à qui profitent les croyances, et si ça profite pas aux bonnes personnes, on va être extraordinairement critique vis-à-vis de cette croyance-là, on va tout faire pour la récuser. Par contre, si une croyance bénéficie aux bonnes personnes, alors on va l'accueillir plutôt à bras ouverts, en faisant preuve de plutôt peu d'esprit critique. Voilà un peu finalement un autre aspect de ces dichotomies que j'ai discuté jusqu'ici. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je pense que c'est suffisamment long. Et merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir écouté Liberté Académique. Nous sommes un podcast Science, Esprit Critique et Liberté. Nous interviewons des chercheurs, enseignants et auteurs ayant des idées intéressantes et qui défendent la pensée libre, rationnelle et empirique. Nous luttons à notre niveau contre un certain anti-intellectualisme d'une partie de la classe intellectuelle. Nos interviews se font en français ou en anglais. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Liberté Académique sur YouTube et sur SoundCloud, ainsi que sur les principales plateformes de podcasting comme iTunes, Stitcher et plusieurs autres encore. Liberté Académique est également présent sur Twitter @acadfreedom et sur Facebook.